Voilà, nous reprenons nos échanges ici sur le plateau de Village Semence et vous continuez de poser vos questions sur @VillageSemence sur Twitter ou @stop-intox. La question du jour, la question des réseaux sociaux. Craignez-vous une standardisation des productions végétales et êtes-vous inquiet pour la diversité de votre alimentation? Alors la France est le premier pays producteur de semences en Europe. Ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est environ 380 000 hectares pour l'année 2017. Et les semenciers passent des contrats avec des agriculteurs multiplicateurs. Alors j'aimerais, Rémi Dumory, puisque vous êtes agriculteur, céréalier dans le département du Loiret, que vous nous expliquiez qui sont ces êtres hybrides, qui sont les agriculteurs multiplicateurs. Alors, il y a des agriculteurs qui achètent des semences, mais il y en a d'autres qui en produisent pour ces filières-là. Et il y en a qui font les deux aussi. Hein. Et moi, je suis dans une région de Beauce. Le gros avantage, c'est qu'on a une richesse en Beauce qui n'est pas forcément la terre, mais qui est l'eau. Et quand on a l'eau, eh bien, on peut assurer le développement quasiment optimal d'une culture. Et ça, c'est un secteur idéal pour produire des semences. Hein. On peut réussir la levée, on peut réussir le développement et puis assurer la récolte et faire de la qualité de semences. Et ça permet aussi, puisque c'est des productions qui sont spécifiques, qui sont de niche, qui sont souvent sur des petites surfaces, de maintenir en fait, finalement des exploitations qui sont relativement familiales et de petites structures. On a toujours l'image de la Beauce avec des grandes exploitations. Des grands champs de blé, et finalement, grâce à cette diversité de production, alors il y a beaucoup de semences potagères, grâce à cette diversification, on tient un milieu de producteurs relativement dense. Bon. Question pour Franck Berger, président de l'Union française des semenciers. Est-ce qu'il existe un modèle français ou un modèle européen qu'on pourrait comparer au modèle anglo-saxon? Alors, ma réflexion, elle part précisément de la diversité de notre alimentation, des usages alimentaires. La carte alimentaire est plus large en France, en Europe qu'elle ne l'est dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux géographies, deux univers dans ce domaine? Vous situez sur quel plan? Sur un plan réglementaire ou sur le plan réglementaire, oui. D'abord, à qui appartiennent les semences? Est-ce qu'il y a un droit de propriété? Est-ce que les géographies, les géopolitiques, est-ce qu'il y a une géopolitique dans ce domaine d'ailleurs? Donc il existe bien évidemment dans le domaine des semences un droit de notion de propriété intellectuelle qui est reconnu, qui est issu du travail de sélection. Juste pour mémoire, le travail de sélection, entre le moment où on conçoit un programme de sélection et le moment où véritablement on va pouvoir commencer à mettre sur le marché des semences commerciales, donc multipliées, il va s'écouler, on peut dire, entre 6 et 15 ans pour faire une fourchette relativement large. C'est à peu près la même chose pour un avion. Voilà, donc il y a un investissement tout à fait significatif et donc il existe une forme de propriété intellectuelle liée aux semences. Alors en Europe, cette propriété intellectuelle, dans l'Europe et d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde, elle est reconnue à travers un droit d'obtention qu'on appelle en Europe le certificat d'obtention variétale, que l'obtenteur est libre ou pas de demander auprès de l'office correspondant, mais ce droit qui reconnaît en fait le fait que n'importe qui ne peut pas multiplier une variété et la vendre pour son compte propre sans devoir en rendre compte à l'obtenteur, elle souffre une exception extrêmement importante que l'on appelle l'exemption du sélectionneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce droit-là, tout établissement de sélection, d'ailleurs toute personne qui souhaiterait utiliser le matériel génétique sous forme de variété créé par un obtenteur a le droit de le faire dans la mesure où c'est dans l'optique lui-même de conduire un programme de sélection. Et l'idée et le bénéfice de tout ça, c'est qu'en fait, le progrès génétique créé à travers une variété est finalement mis à la disposition de la collectivité, de la communauté des sélectionneurs pour servir de matériel de départ pour faire des progrès supplémentaires. Et en ce sens-là, on est très différent du droit américain où coexiste non seulement la notion de certificat d'obtention végétale, mais également la notion de brevet variétal qui empêche en fait techniquement que puisse prendre place cette exemption du sélectionneur. Donc nous avons, si je résume les choses, François Després, nous avons un droit, j'allais dire, une doctrine juridique dans ce domaine qui stimule plutôt l'innovation
si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous me dites si je suis fidèle à votre discours. Du côté des anglo-saxons, on est plus dans la gestion d'une rente et d'un monopole, et on serait, nous, un peu plus dans la gestion de l'innovation. Oui, une caractéristique fondamentale également du droit de propriété intellectuelle qui protège les variétés, les créateurs des variétés en France comme dans l'Union européenne, c'est cette exception de recherche dont a parlé Franck Berger, mais il y a aussi ce qu'on appelle le privilège de l'agriculteur, c'est-à-dire le droit pour l'agriculteur de ressemer une variété protégée par un certificat d'obtention végétale, à condition qu'il y ait une contrepartie, une juste rémunération de l'effort de recherche. Et elle se mesure comment? Eh bien, elle se mesure à travers des accords qui sont pris entre les obtenteurs et les représentants des agriculteurs. À titre d'exemple, en France, en s'acquittant d'une contribution volontaire obligatoire de 70 centimes. Volontaire et obligatoire, oui, c'est un peu un oxymore, mais bon. Mais tout le monde comprend, en tout Oui, cas dans le très monde bien. agricole, parce Oui. que des CVO, il y en a partout et tout le temps. Donc en s'acquittant d'une CVO, d'une contribution volontaire obligatoire de 70 centimes d'euros par tonne de grains collectés, de grains de céréales collectés, les agriculteurs sont réputés de s'être acquittés de cette compensation à l'obtenteur pour réutiliser leurs semences. Donc les cultivateurs sont libres de ressemer le produit de leur récolte parce que les obtenteurs vont recevoir, à travers la collecte des céréales, une rétribution qui finance, enfin qui est une juste contrepartie à leur effort de recherche. Et d'innovation, enfin si j'essaye de faire un parallèle, quand on utilise les écrits d'Émile Zola aujourd'hui, on paye un droit, même si les droits sont publics aujourd'hui, on paye toujours une contribution. Donc ce monde des semences, c'est un monde dans lequel il y a de la recherche, de l'innovation, de la propriété intellectuelle. Elle est protégée, et la protection de la propriété intellectuelle, c'est aussi le meilleur stimulant finalement à la recherche et à l'innovation. Rien n'est plus démoralisant pour un chercheur que de savoir que finalement son travail de recherche sera complètement pillé. Démoralisant et économiquement désespérant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez dans des programmes de sélection qui sont tous de longue durée, si dès après la première mise en marché de vos produits, effectivement, ils deviennent totalement libres de droits de reproduction, vous avez un véritable problème à continuer à vous engager dans cette voie. Or, il est très largement accepté que la génétique a été un des très grands facteurs des progrès de l'agriculture, en tout cas du fait qu'aujourd'hui on a accès à une alimentation abondante, diversifiée et bon marché. Bernard Chevassus-Louis, comment expliquez-vous que le public doute aujourd'hui de la recherche? Comment se fait-il qu'il y ait une suspicion permanente autour de l'innovation? On parlait tout à l'heure de génétique, le mot génétique en soi fait peur. Et pourtant, je crois que Rémi Dumery le dit de façon très claire, hein, grâce à la recherche, grâce à la génétique, on pourra soigner des maladies qui sont aujourd'hui des maladies qui frappent certes des populations marginales, mais qui sont très inquiétantes. Comment vous expliquez le doute, la société du doute? Tout d'abord, je voudrais dire que le fait qu'il y ait des citoyens qui disent à tort ou à raison qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils voudraient dans les variétés qui leur sont proposées et qu'ils voudraient redevenir des acteurs et se lancer eux-mêmes dans la sélection pour avoir effectivement les plantes qui leur conviennent, que ça s'appelle les semences paysannes, la sélection participative ou tout ce qu'on veut, pour moi c'est une bonne chose. Autrement dit, le fait de dire la profession semencière a fait un travail remarquable, mais elle relève le défi, je pense que c'est une bonne chose. Et ça veut dire effectivement que derrière ça, il y a des gens qui disent « Moi, je ne revendique pas de faire une semence qui va servir sur de grandes surfaces. Je veux adapter ma semence aux caractéristiques fines de mon exploitation ou de ma région. Oui, je veux faire du sur-mesure. » Voilà. Et de même qu'effectivement, on a longtemps cru que l'informatique, ça allait être l'ère des big data et des grands logiciels. Aujourd'hui, on voit bien que le marché des logiciels libres dans lequel des PME peuvent se lancer
avec un autre modèle économique que la rémunération par le produit. C'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, évoquer, parce qu'effectivement, autant on peut dire que la filière semencière a relevé le défi des 50 dernières années. Aujourd'hui, il y a peut-être une troisième phase qui s'ouvre, et on n'a pas le temps de l'évoquer. Mais pour moi, le fait que, au lieu d'être consommateur de semences, des gens disent on veut des consommateurs et on veut avoir notre mot à dire sur qu'est-ce qui va se passer. Il se trouve que les citoyens considèrent que le patrimoine génétique des espèces, aujourd'hui, que ce soit animal ou végétal, est d'une certaine manière un bien commun. Oui. Et donc, ils estiment qu'ils ont des choses à dire sur ce que devient le patrimoine génétique des espèces animales et végétales. Ce que décrit Franck Berger, Voilà. c'est un monde assez coopératif quand même. Voilà, c'est un monde un peu horizontal. Est-ce que effectivement la question que ce monde déjà coopératif s'élargisse à bien d'autres acteurs que ceux qui sont actuellement appliqués dans la filière semence, ça c'est un point qu'il faut qu'on discute. Bon, nous allons rejoindre Alexandre dans la social room, ici, sur le plateau de Village Semence, avec une question de nos internautes, Alexandre. Alors j'en ai une assez intéressante. Que peut-on attendre des semences dans les années à venir? Est-ce une piste sérieuse pour sortir des pesticides? Ah, qui veut répondre à cette question? Monsieur Després. Bon, alors, s'il y a une conviction que partagent tous les semenciers, tous les acteurs de la filière aujourd'hui, c'est que nous disposons des outils les plus efficaces pour accompagner la transition agroécologique de l'agriculture française. Et certainement, on attend beaucoup des semenciers, des sélectionneurs pour mettre à la disposition des agriculteurs et leurs filières des variétés qui permettent de diminuer le recours aux produits de protection des plantes. Il ne faut cependant pas se faire d'illusions. Les travaux de recherche prennent du temps, demandent beaucoup de ressources. Franck Berger a rappelé le temps qu'il fallait pour mettre au point de nouvelles variétés, mais c'est certainement par la génétique, même si le mot fait peur, Oui, c'est ça. et l'amélioration des plantes et la sélection. Donc cet ensemble de mots qui font peur, qui peuvent faire avoir une contribution très concrète pour la diminution du recours aux produits phytosanitaires. Donc l'avenir est dans la génétique. Elle est également dans la robotisation, dans les produits de biocontrôle, mais très certainement dans l'amélioration des plantes. Bien, deuxième question, Alexandre, toujours en direct de la Social Room. Alors, comment mettons au point de nouvelles variétés? Qui décide quoi? Qui paye quoi? Ah, alors ça c'est trois questions complexes. On va commencer par la première, on va commencer par la prise de décision. La prise de décision sur une nouvelle variété, comment elle se fait Alors, les choses sont extrêmement simples. Nous avons ici un cultivateur, hein, puisque c'est le terme que vous avez choisi. Voilà. C'est vrai que le marché de la demande, Voilà. il est plutôt du côté de Rémi Donc Dubreuil. la demande, elle est là. Et Elle donc, s'exprime avec lui. Les établissements semenciers, comme toute activité à caractère commercial, cherchent à savoir quels sont les besoins de ses clients. François Després a cité tout à l'heure, nous avons en fait des clients imbriqués les uns dans les autres. Nous avons des clients qui vont acheter des semences et produire sur leurs exploitations. Nous avons ensuite derrière des transformateurs. Il n'y a pas très loin d'ici le stand de Bonduelle. Bonduelle est un transformateur de légumes. Nous avons également des filières industrielles un petit peu plus complexes, comme par exemple dans les oléoprotéagineux. Il y a le stand des oléagineux un petit peu plus loin. Et donc on est à l'écoute des demandes des utilisateurs de nos produits, bien évidemment également des consommateurs. Vous parlez, Rémi Dubreuil? Oui. Heureusement, non? Bien sûr. Mais je crois que aussi, il ne faut pas rêver que grâce qu'à la génétique, et le président l'a bien dit tout à l'heure, on va solutionner tous les problèmes. Je prends tout le temps cet exemple-là. Souviens-toi de la variété Soissons. C'est souviens-toi pas du vase de Soissons, mais de la variété Soissons. Voilà. C'était une variété qui, pendant son élaboration et pendant ses tests, était très résistante, était la meilleure résistante au niveau de la rouille brune, qui est une maladie qu'on trouve dans nos plaines. Mais le jour qu'on l'a mis dans la plaine, cette maladie s'est transformée et cette variété est devenue la plus sensible. Donc on voit bien que tout ça, ça bouge. On n'est pas dans un univers fermé, on n'est pas dans un bâtiment et une industrie.
on est dans la nature. Et la nature bouge en permanence. Et les bonnes solutions, eh bien, il faut toujours en chercher. Et c'est pour ça que la génétique en cherche toujours, c'est pour ça que l'agrochimie en cherche toujours, c'est pour ça que nous, agriculteurs, on cherche aussi des solutions agronomiques en permanence. Et la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils qui sont liés au numérique et qui nous permettent aussi de trouver des nouvelles solutions. Mais croire qu'il n'y a que la solution génétique, et c'est un peu ça qui bloque aussi le grand public par rapport aux OGM. On leur a présenté comme étant la solution finale un peu. Une fois qu'on avait modifié la plante, eh bien, ça serait formidable. Eh bien non, tout ça, ça bouge. On est dans et en plus, avec le changement climatique, on voit bien que tout ça bouge peut-être encore plus vite. Bien, pour reprendre le mot du philosophe, donc la vérité ne se montre, la vérité naturelle, là, ou génétique, si vous voulez, ne se montre que par aperçu. C'est bien ce qu'il faut conclure. Et c'est aussi ce qui, probablement, impose à cette industrie d'être sans arrêt sur le qui-vive, c'est-à-dire de rechercher, d'améliorer les process d'innovation dans un monde qui est un monde de plus en plus exigeant, c'est-à-dire qu'il y a une exigence économique, il y a une exigence d'abord en termes de quantité, nourrir de plus en plus de monde. On va parler dans la dernière partie de l'émission de l'avenir du végétal, hein. On nous dit que l'avenir est au végétal, donc c'est de plus en plus recherché et identifier des solutions qui sont sans cesse probablement, Monsieur Després, plus coûteuses. Enfin, on sait que la recherche, ça commence simplement, c'est un peu comme une pyramide inversée, et puis plus on rentre dans la recherche, plus c'est complexe. Oui, le développement de la connaissance fait que les possibilités de la recherche, les outils qui sont mis à disposition des sélectionneurs sont toujours plus nouveaux. On voit apparaître des métiers nouveaux comme celui de bioinformaticien et l'exploitation du champ de la connaissance fait que les investissements en recherche vont être toujours plus importants pour répondre à des besoins toujours plus spécifiques, plus adaptés. Mais c'est un défi que l'industrie semencière, en particulier l'industrie semencière française, est à même de relever, d'autant plus qu'elle bénéficie de la capacité à coopérer de façon très efficace et opérationnelle avec la recherche publique qui apporte aussi une grande contribution à ces développements. J'ai ce chiffre-là, 13% du chiffre d'affaires de la filière, j'imagine qu'il s'agit de la filière, est investi dans la recherche et le développement. C'est plus que dans l'industrie automobile. Donc on est vraiment dans un domaine de haute précision. Alexandre, une autre question sur Twitter ou sur Facebook. Je vous rappelle que vous continuez de nous suivre sur Facebook et aussi sur YouTube, ici, en direct du Salon de l'Agriculture. Alexandre, c'est à toi. Bien, on revient sur cette notion de recherche, parce que est-il vrai qu'en France, il n'y a presque plus de recherche sur les semences? Et sommes-nous en train de disparaître de la scène mondiale? J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à travers un chiffre, mais je vous laisse préciser, Monsieur Berger, Monsieur Després, qui veut commencer? Le chiffre que vous avez cité est tout à fait parlant. Ce sont effectivement les investissements en recherche faits sur le territoire français par les entreprises françaises ou internationales implantées sur notre territoire. Donc nous avons une recherche qui est extrêmement dynamique. Nous avons des chercheurs de très très bon niveau dans énormément de disciplines, que ce soit la sélection végétale, la bioinformatique, la biologie cellulaire et toutes les disciplines connexes. Et comme l'a dit François Després, nous sommes également partenaires dans des structures ad hoc de la recherche publique. Mais est-ce que dans le monde, il y a une Silicon Valley, si je peux me permettre la formule, de la recherche variétale? Est-ce que ça existe quelque part? Est-ce qu'on est bien placé en France, en Europe? Est-ce que nous sommes parmi les plus dynamiques? On est très bien placé. Je pense qu'en Europe, il y a 3 grands pays dans lesquels la sélection végétale est extrêmement active. C'est la France, l'Allemagne et la Hollande en particulier. Il y a beaucoup de sélection également, bien entendu, qui est faite aux États-Unis, mais également dans un certain nombre de pays asiatiques comme le Japon. Mais effectivement, la France est un des très très grands pays en matière de sélection végétale. Non seulement nous produisons beaucoup de semences, mais nous menons également de nombreuses recherches qui sont tout à fait reconnues par nos obtentions. Bon, il nous reste 5 minutes. Oui, excusez-moi, nous avons un défi à relever, c'est celui de la formation dans nos universités, dans nos écoles, puisque nous avons tout de même des difficultés à recruter des chercheurs pour nos entreprises. Et nous avons d'ailleurs alerté le ministère de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet. Et ils sont sensibles?
à vos Oui, demandes. oui. Oui. Parce Et que là, il faut aussi que nous rendions nos métiers, nos entreprises attractives pour les jeunes chercheurs. il nous reste à peine 5 minutes et je voudrais qu'on évoque l'avenir du végétal. On entend ici et là des voix nous dire que l'avenir est à la consommation, à la production, à la consommation de protéines végétales plus que de protéines animales. Comment vous situez votre rôle d'agriculteur dans ce nouveau monde du XXIe siècle où il faudra consommer de plus en plus votre production pour des raisons nutritionnelles, mais aussi pour des raisons associées au développement durable, Rémi Dumry? Alors, en fait, moi, je me considère comme un cultivateur. Donc, mon métier, c'est de placer des plantes qui sont en fait des capteurs solaires, qui captent du carbone, qui captent de la photosynthèse et qui transforment pas, mais qui captent cette énergie-là et qui la stockent dans des graines ou dans des racines. C'est ça mon métier, en fait. C'est ça mon métier du XXIe siècle. Et après, cette énergie, soit elle sert dans l'alimentation, mais aussi elle sert dans des machines. Moi, ma grande production de betteraves va essentiellement dans des carburants de voitures essence. Ouais. Et après, cette énergie-là, elle sert aussi, souvent quand on utilise la betterave pour extraire l'éthanol, il reste la pulpe qui va, elle, dans l'alimentation animale. Quand je fais du colza, on sort l'huile. L'huile va peut-être dans la salade, mais aussi dans les voitures diesel, mais les tourteaux vont dans l'alimentation animale. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, moi, mes surfaces sont des producteurs d'énergie, en fait, et qu'on transforme. Alors, il y a cet aspect, vous parlez de stockage de carbone, évidemment c'est lié au développement durable, mais je voudrais qu'on dise quand même, François Després et Franck Berger, un petit mot sur l'avenir du végétal. La tendance à la consommation de protéines végétales, elle est aujourd'hui non contestée. On va vers un monde dans lequel on consomme déjà moins de protéines animales et un peu plus de protéines végétales, ce qui renforce probablement votre poids dans l'agriculture en France. Oui et non. J'oppose personne. Ma question, c'est pas pour opposer les uns et les autres. Une des réflexions qui est ressortie des États généraux de l'alimentation, c'était l'objectif d'inverser la part respective des protéines végétales et des protéines animales dans l'alimentation. On est aujourd'hui 2 tiers de protéines d'origine animale, 1 tiers de protéines d'origine végétale. C'est de faire l'inverse en 2050. Ça suppose un développement formidable des cultures protéagineuses. Donc ça suppose aussi d'adapter ces cultures ou d'avoir pour ces cultures des variétés qui permettent une extension considérable de la zone des cultures intéressées. Mais il ne faut pas oublier que le végétal, c'est aussi pour nourrir l'animal. 50%, la moitié pratiquement. Et donc, c'est un défi pour les filières végétales que ce développement des plantes à protéines, mais ce sera un défi qui ne sera pas facile à conduire. Franck Berger, vous êtes prêt pour l'Union française des semenciers? Vous êtes prêt à vous inscrire dans ce nouveau monde? Même si c'est vrai, on présente les choses, je l'admets, de façon un peu caricaturale. C'est vrai qu'il faut rappeler que 50% des céréales produites dans le monde servent à nourrir des animaux que nous consommons ensuite. Alors, il n'empêche qu'il y a quand même une espèce de courant dans nos sociétés, occidentales pour aller vers des protéines végétales. Alors, ma réponse ne sera pas différente de celle de François Després. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'effectivement, les plantes protéagineuses ont été pendant assez longtemps un peu les parents pauvres parce que c'est des cultures qui n'étaient pas rentables tout simplement pour les producteurs, et donc la demande en semences améliorées sur les plantes protéagineuses n'était pas extrêmement importante. Donc c'est un secteur de recherche qu'il va falloir à nouveau réveiller un petit peu et stimuler, et il y a un certain nombre de défis techniques qui sont devant nous qui ne seront certainement pas très simples à résoudre. Alors avant d'interroger Alexandre sur le résultat du vote d'aujourd'hui, je vais vous poser la question, Bernard Chevassieux-Aulouis, vous qui êtes président de Humanité et Biodiversité, je vais vous poser la question que nous avons posée aux internautes sur Twitter. Êtes-vous inquiet, vous, pour la diversité de votre alimentation? Si vous aviez dû répondre à la question, qu'est-ce que vous auriez dit? Disons que tout d'abord, je voudrais rappeler que même si on est fasciné par une plante, c'est-à-dire par un organisme qui est capable de capter de l'énergie solaire et de faire de la matière végétale, moi je suis tout autant fasciné par un ruminant.
un ruminant qui est capable de brouter de l'herbe, ce que nous on ne peut pas faire, et de faire des produits laitiers. Ouais, Et c'est que vrai. donc le fait effectivement qu'il y ait toute une partie de notre territoire qui produisent des ressources végétales qu'on ne pourra pas consommer nous-mêmes et qui peuvent être valorisées par des productions animales, je crois qu'il faut le rappeler. Autrement dit, cette idée de conserver la diversité des productions, ça me semble important. Mon point d'inquiétude, si j'ai une minute... Bien, vous on avez n'a pas une demi-minute. Voilà, on n'a pas répondu à la question comment on fait aujourd'hui pour produire des variétés. Et ça, c'est tout le monde de ce qu'on appelle les nouvelles technologies d'amélioration des Bien plantes. sûr, ouais. Et je ne voudrais pas qu'on refasse l'histoire des OGM en ne tirant pas suffisamment la leçon des OGM sur ces nouvelles technologies. Merci, merci. Je termine avec toi, Alexandre. La question du jour sur Twitter, c'était « Êtes-vous inquiet pour la diversité de votre alimentation ?» Résultat? Eh bien, normalement, ça devrait s'afficher derrière toi, Pascal. C'est 54% de oui. Très bien. Bon, on n'a pas été encore suffisamment convaincant, manifestement. Mais écoutez, On reviendra l'année on prochaine. reviendra. Hein, on reviendra. C'est une longue route que de convaincre, en effet, sur un sujet qui était complexe. Mais j'espère que nous sommes parvenus à le rendre un petit peu plus vivant et un peu plus digeste. Merci en tout cas de votre intérêt, de votre fidélité. Nous nous retrouverons demain ici sur le plateau de Village Semences et vous continuez de commenter tout au long de la journée ce que vous avez entendu. Vous donnez votre avis sur @Village Semences, sans initiale et sans espace, sans S non plus, ou sur @stop-intox. Merci et à demain.